Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. L'appréciation du franc congolais face au dollar américain observée à travers la RDC, ça fait presque un mois. Cependant, les prix des produits sur les marchés ne suivent pas ces tendances, une situation qui pénalise les ménages à Beni et à Kananga notamment. La situation est critique en République démocratique du Congo. Un record de 28 millions de personnes est en situation d'insécurité alimentaire. L'alerte est du Programme alimentaire mondial PAM. C'est en marge de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée hier 16 octobre. Et puis, le député Steve Mbika vient d'adresser une question orale avec débat au ministre des Affaires foncières. C'est au sujet de l'opération démolition des maisons construites de manière anarchique à Kinshasa. Pour lui, c'est contradictoire que l'État congolais délivre des documents officiels pour des lotissements et des constructions, puis détruise ces mêmes constructions des années après. À tous et à toutes, bonjour. Vous l'avez certainement constaté, c'est depuis environ un mois que l'appréciation du franc congolais face au dollar est observée à travers la RDC. À Beni, cependant, la population ne ressent toujours pas les effets de l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar. Les habitants du chef-lieu provisoire du Nord Kivu font savoir que les prix des produits manufacturés et de première nécessité restent inchangés alors que le dollar américain s'échange aujourd'hui à 2300 francs congolais, une perte de pouvoir d'achat qui provoque le désarroi dans les ménages déjà fragilisés par l'insécurité. Reportage signé Martial Papi Moukeba. En parcourant les commerces de la ville de Beni, on constate que plusieurs commerçants qui vendaient auparavant leurs marchandises en dollars américains affichent désormais les prix en francs congolais. Pourtant, les prix n'ont pas baissé. Une ménagère explique. Tantôt c'est à 2500, 2300, 2200 ou même 2000 francs congolais le dollar, aucune stabilité. Le plus inquiétant, c'est qu'on affirme que le taux du dollar baisse, mais les prix des produits ne suivent pas cette tendance. Imagine un kilo de viande qu'on achetait entre 15 000 et 18 000, alors que le dollar se négociait entre 28 et 29, se vend toujours au même prix aujourd'hui. C'est la même situation pour presque tous les produits. Les gens souffrent tellement et il n'y a aucune réglementation. Face à cette situation, le maire de Beni a rappelé mercredi aux opérateurs économiques l'obligation de respecter les taux d'échange officiels fixés par la Banque centrale du Congo. Le commissaire supérieur principal, Jacob Nyofondo Tekudale, interdit tout taux parallèle et exige l'affichage clair des prix en francs congolais dans les points de vente. Cette mesure, selon lui, vise à protéger le pouvoir d'achat et à stabiliser l'économie locale. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi. Même situation à Kananga, au Kasaï central, les prix des produits de première nécessité restent inchangés, ce alors que le taux est passé de 2800 francs congolais à environ 2100 francs pour $1, une situation qui pénalise les ménages à Kananga, entre autres, ville déjà confrontée à des difficultés économiques. André Katende, reportage. Nous sommes sur l'avenue Étienne Tshisekedi, ex-Makar, l'artère commerciale la plus fréquentée de la ville. Les habitants rencontrés se lamentent de voir que, malgré l'appréciation du franc congolais sur les dollars, les prix des denrées alimentaires et autres produits restent statiques. Un savon qui coûtait 1800 francs, encore à 1800 francs. Un cahier de 100 feuilles qui coûtait 1000 francs, c'est toujours à 1000 francs. Notre souci est qu'on puisse voir les prix des produits qu'on peut payer sur les marchés diminuer ou que les prix qu'on payait avant. Jean-Pierre Kamwabou est vice-président provincial de la FENAPEC. Il fait savoir que les opérateurs économiques ont connu de pertes dans le passé. Les taux des dollars pouvaient baisser et augmenter après quelques jours. Ils observent encore l'allure de cette dépréciation avant de penser à la réduction de prix. Au niveau du secteur privé, nous sommes en train d'agir avec beaucoup de prudence. Si l'allure continue d'ici 3 semaines, 1 mois, vous allez voir qu'il y aura la baisse au niveau de tous les prix. Dans plusieurs magasins de Kananga, les prix sont maintenant fixés en francs congolais, suivant l'ancien taux de 2850 francs congolais pour $1. Même situation pour les bailleurs qui exigeaient la location en devises et aussi plusieurs écoles privées qui demandaient les frais scolaires en dollars. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur, c'est le thème de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée hier 16 octobre. À cette occasion, le Programme alimentaire mondial PAM RDC lance un appel urgent de fonds pour endiguer la malnutrition qui frappe 28 millions de personnes dans le pays. Écoutez à ce sujet Mustapha Touré, chef de programme du PAM en RDC. Il est au micro de Freddy Lufuluabo. La situation est critique. En RDC, un record de 28 millions de personnes, soit une personne sur 4, est en situation d'insécurité alimentaire. Dans l'est du pays touché par les conflits, 10 millions de personnes sont concernées. En 2025, le PAM avait prévu d'assister 2,3 millions de personnes en situation d'urgence alimentaire, mais faute de financement, nous n'avons pu toucher qu'1 million. Et à partir de ce mois d'octobre qui marque symboliquement la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, ce chiffre sera réduit à 600 000 personnes avec un risque de rupture totale de l'assistance dès le mois de février 2026. Le PAM a urgemment besoin de 352 millions de dollars américains pour maintenir ses opérations dans les 6 prochains mois. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'action. Toujours à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, à Kinshasa, Mapendo Bank, la première banque alimentaire en RDC, a présenté le bilan de ses 5 ans d'existence. Cette structure, membre de Global Food Banking Network, appelle à un élan de solidarité pour lui permettre d'atteindre plus de personnes vulnérables à travers le pays. Elle invite également les personnes de bonne volonté à lui prêter main forte pour apporter le sourire aux démunis. Reportage de Blaise Shindani Kambala. Lutter contre le gaspillage alimentaire est l'un des principaux objectifs que poursuit cette banque alimentaire, une première en RDC. En 5 ans d'existence, elle dit avoir enregistré des progrès, mais beaucoup reste à faire. Son chargé de communication, Régis Ngoudi explique. Mapendo est né dans un contexte où il y avait pénurie des denrées alimentaires. C'est vrai que ce que fait Mapendo, il y a certaines structures qui le faisaient déjà, mais comme une banque alimentaire, Mapendo est la première et l'unique banque alimentaire en RDC. Nous avons une liste de 40 structures qui sont bénéficiaires, temps réguliers, des denrées alimentaires venant de Mapendo. Il souligne également la nécessité de faire de la lutte contre l'insécurité alimentaire une priorité de l'action gouvernementale pour sauver des vies. Nous avons besoin de vous pour venir en aide à ceux qui souffrent. La banque prévoit d'étendre ses activités dans d'autres provinces afin d'apporter le sourire aux personnes victimes d'insécurité alimentaire. Grace Kapinga, responsable de l'administration et finances, revient sur les activités principales de cette structure. Nous faisons de la collecte et le triage, le stockage et puis de la distribution. Nous sommes à plus de 5000 kilos de denrées alimentaires déjà collectées à ce jour. Notez que cette journée a été célébrée sous le thème « Ensemble, nourrissons la vie et préservons nos sources ». Les activités ont été paralysées hier jeudi à la place Victoire dans la commune de Kalamu, ici à Kinshasa. En cause, un braquage à l'agence de la Robank Victoire hier matin. L'opération de ratissage des forces de l'ordre s'est poursuivie jusqu'au soir hier et ont pris fin vers 19h heure de Kinshasa. Selon le commissaire divisionnaire Israël Bankoulou Kantou, plus aucun assaillant n'est resté à l'intérieur du bâtiment. Tous ont été arrêtés et acheminés au camp colonel Kokolo. Cet officier de la police nationale congolaise indique que cette opération n'a fait aucune victime. De son côté, la Robank salue l'intervention des forces de l'ordre et la vigilance de la population qui a permis de déjouer ce braquage. Elle signale que ces agents sont tous sains et saufs. Dans l'actualité aussi, à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu mercredi sur le site de fabrication des meubles du quartier Météo touché par un incendie le week-end dernier. Nous sommes dans la commune d'Ongalema. Ce sinistre a ravagé près de 58 hangars, plongeant les menuisiers dans la détresse. Lors de sa visite, le chef de l'État a promis la construction des bâtiments modernes en briques pour relancer les activités de ses artisans. Des réunions entre le président de la République et les représentants des menuisiers sont prévus pour évaluer et suivre l'exécution de ce projet. Lukinza nous en dit plus. Il est 16h alors que le président de la République vient d'arriver. Sur place, il est accueilli par les fabricants des meubles avec des cris et des chants au rythme du tam-tam. Un échange de près d'une demi-heure a eu lieu entre le président et les sinistrés. Célestin Massiala, les représentants des menuisiers. C'est un plaisir de voir le président nous visiter. Nous avons échangé et nous lui avons demandé la construction d'un site moderne. Il est d'accord et nous a promis l'exécution au plus vite. Parmi
Parmi les sinistrés, il y a aussi des propriétaires des maisons d'habitation. Fifi Makengo en fait partie. Elle s'est dite rassurée après cette visite. J'ai en fait un terrain ici avec des maisons qui ont été incendiées par 2 fois. Donc je suis sinistré aussi comme tout le monde ici. Je suis propriétaire. C'est comme ça que nous avons posé notre problème au président de la République. Il a été décidé que tous les propriétaires et les locataires qui ont perdu leurs effets seront tous indemnisés. D'après des témoins, le feu est parti d'une maison d'habitation. C'est le 3e incendie sur ce site depuis l'an dernier. Autre nouvelle, les provinces du Maniema, du Nord Kivu et de la Chopo ont signé un protocole d'accord sur la mutualisation des efforts dans les secteurs de la connectivité, du commerce, de l'agriculture et des mines. Ces entités ont également paraphé le contrat de cofinancement des travaux de réhabilitation de l'axe routier Kisangani-Ubundu entre les provinces du Maniema, Nord Kivu et la Chopo. La signature de ces accords a eu lieu mardi à Kindu. Florence Kizalunga nous en parle. C'est sous ces applaudissements que ces accords sont signés entre ces provinces. Le gouverneur du Nord Kivu demande que les parties prenantes restent soudées. Général Evariste Kakule Somo. Je suis content de repartir avec quelque chose qui va nous permettre de bouger les lignes de manière substantielle. Je suis certain que lorsque nous allons mettre en route tout ce que nous venons de dire ici, quand nous allons les mettre en place, le prix du ciment va descendre de $10, $12, $15 et que nous serons capables de développer nous-mêmes cette province. Nous allons vous accompagner, mais nous savons que vous allez nous accompagner plus au Nord Kivu. C'est pour cela que nous devons rester connectés la main dans la main, soutenir au-delà des efforts commerciaux, économiques et ainsi de suite, mais aussi sécuritaires. Le gouverneur du Maniema, Moussa Kabwankobi, pense que cette mutualisation aura un impact sur le prix de biens. Avec cet accord de cofinancement, si la route Kisangani-Ubundu est réhabilitée, nous pourrons désormais avoir de la marchandise provenant de Beni à Kisangani et jusqu'à Ubundu. Ça aura un impact sur le niveau des prix des biens et services au niveau de la province. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. Direction la province du Olomami. La société civile décrit les mauvaises conditions de détention à la prison centrale de Kamina. Cet établissement pénitentiaire qui était un entrepôt de la SNCC a une capacité d'accueil de 50 pensionnaires, mais il héberge actuellement près de 300 personnes, souligne la société civile. Les détenus dorment difficilement sous une forte chaleur et d'ajouter que l'eau potable manque à la prison. Toutefois, dans une déclaration hier, le coordonnateur de la société civile Force Vive de Malimbankoulou signale que la nourriture pour les détenus ne pose pas problème. Claude Kiasangolo l'a dit à Paulin Munanga. La prison de Kamina, du point de vue administratif, elle a quand même une directrice et son équipe. Nous avons un dispensaire avec un docteur et ses infirmiers. Presque toutes les organisations sont bien structurées, sauf que l'infrastructure qui abrite les prisonniers ne correspond pas aux conditions d'une prison centrale. Ce sont des entrepôts que la SNCC s'était construit pour garder les produits agricoles. Et ce sont ces bâtiments que le gouvernement utilise comme prison. Il fait très chaud à Kamina. Nous avons presque 7 blocs pour les hommes. Ces 7 blocs sont constitués de 3 chambres et 4 chambrettes. C'est une prison qui a la capacité de 50 personnes, mais à l'heure dont nous parlons, elle déborde jusqu'à aller à 280, 290 personnes. C'est que les gens y dorment difficilement. En dehors des assistances du gouvernement, on a les églises qui viennent chaque fois en aide. Les églises viennent presque 3 fois par semaine selon leurs possibilités. Une chose seulement qui inquiétait les gens, c'est quoi? La prison centrale n'a pas de robinet. Elle n'est pas ravitaillée en eau potable. Nous avons un puits forêt qui est dehors. Alors, il faut avoir des récipients pour faire entrer d'eau à l'intérieur de la prison. Merci de nous écouter à Goma sur 95.5 FM. Dans cette ville, nous apprenons que face à la rupture prolongée des médicaments pour les maladies chroniques, il est constaté que de plus en plus des patients se tournent vers la médecine traditionnelle. Si certaines plantes sont reconnues pour leurs vertus thérapeutiques, leur utilisation sans encadrement médical n'est pas sans risque. Denise Lukeso s'est penchée sur la question. Voici son reportage.
À quelques mètres du rond-point Signers au centre-ville, tout comme dans certains marchés locaux de Goma, plusieurs étalages sont garnis de racines, feuilles et poudres de toutes sortes, voire étalés à même les sols. Ici, les clients viennent pour se soigner. D'autres vendeuses ambulantes se promènent dans les rues de Goma avec des bassins sur la tête remplis de ces produits. Je faisais l'hypertension et avant je prenais mes comprimés tous les jours, mais depuis qu'il n'y en a plus à la pharmacie, je bois une décoction de feuilles d'avocatier et de citronnelle. Je me sens un peu mieux, même si parfois j'ai des vertiges, mais au moins, avec ces feuilles, il y a quand même un soulagement. Comme cette dame, de nombreux malades chroniques n'ont plus accès à leur traitement régulier. Les ruptures d'approvisionnement deviennent fréquentes et les prix flambent. Conséquence, les plantes médicinales apparaissent comme une alternative abordable. Selon les médecins, les recours au traitement traditionnel sans encadrement médical peut retarder une prise en charge appropriée et aggraver la maladie. Les gens font beaucoup plus confiance à ces conseils et se tournent vers ces pratiques. Conséquence, nous les recevons en retard à l'hôpital avec des complications souvent irréversibles. La plante médicinale mal utilisée pourrait à terme devenir un poison silencieux, avertissent les médecins. Actualité internationale. Nous sommes au Kenya. La police a ouvert le feu hier sur la foule venue assister à la veillée funèbre de l'ancien Premier ministre Raila Odinga. Le bilan fait état des 2 morts et des nombreux blessés. La situation a dérapé lorsque plusieurs personnes se sont précipitées et ont tenté de pénétrer dans le pavillon où s'est trouvé le cercueil, ce qui a poussé la police à tirer à balles réelles et à lancer des gaz lacrymogènes. L'invité. L'opération de démolition des maisons construites de manière anarchique à Kinshasa continue de susciter des réactions. Le député Steve Mbikai, élu de Kinshasa, interpelle le gouvernement congolais à ce sujet à travers une question orale avec débat adressé au ministre des Affaires foncières et déposé la semaine passée à la Chambre basse du Parlement. Il en parle avec Blaise Shindani Kambala. Monsieur le député national Steve Mbikai, bonjour. Bonjour. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à déposer cette question orale concernant les démolitions de constructions anarchiques à Kinshasa? C'est la justice sociale. Je l'ai fait au nom de la justice sociale parce que je me rends compte qu'il n'y a pas de justice et de cohérence dans cette démarche. Et d'ailleurs, je soutiens la démolition. Elle est bonne parce qu'il faut quand même urbaniser notre capitale. Mais ce qui est anormal est que l'État qui délivre les documents officiels aux citoyens, le même État vient détruire et au mépris de la procédure et sans penser à indemniser les victimes de ces démolitions. Pour cette raison, je voudrais bien que la ministre des Affaires foncières vienne s'expliquer et que l'État prévoie un fonds d'indemnisation pour les victimes de bonne foi, mais aussi un fonds social pour tous les sinistrés. Il semble que ces gens-là se présentent parfois avec des faux documents. Non, ces gens-là, la plupart sont sous des lotissements ouverts par des arrêtés ministériels. Et après, ils ont des certificats d'enregistrement et enfin les autorisations de bâtir. Ma démarche consiste aussi à obtenir des sanctions administratives et judiciaires contre tous les fonctionnaires et tous les ministres qui ont délivré ces documents et qui ont facilité que les gens construisent à des endroits qu'eux-mêmes connaissaient non appropriés. Et cela pourrait faire en sorte que dans l'avenir, les fonctionnaires aient peur de pouvoir encore commettre les mêmes forfaits et nous allons éviter d'avoir encore d'autres constructions anarchiques. On va venir encore détruire anarchiquement par l'État comme il était aujourd'hui. À Kingabwa, ceux qui ont construit le long du rail. Donc, oui. À ces gens-là, vous dites qu'il faut aussi indemniser. Oui, je plaide pour des circonstances atténuantes parce que l'État a l'obligation d'avoir une politique cohérente de l'habitat. L'État est alors l'obligation de construire des logements sociaux pour la population. Parce qu'on ne les fait pas, la population se débrouille elle-même. Il faut la comprendre. Il y a tellement beaucoup de gens à Kinshasa qu'il n'y a pas assez de logements. Et voilà comment ils se retrouvent là. Je n'encourage pas ça. Mais j'ai dit que, bien sûr, qu'on doit les évacuer. Mais il faut prévoir une assistance sociale parce que ces gens-là les font parce que l'État a failli à sa mission. Jusqu'où irez-vous avec votre motion? Parce que nous savons que vous allez convoquer la ministre au finish et elle va rester à son poste. Non, moi j'aurais fait mon travail. Les gens verront d'abord que moi, la préoccupation c'est de défendre mes électeurs. Vous savez, je suis élu à Kinshasa, ça fait plusieurs années. Je ne pouvais pas
pas rester insensible face à ces malheurs. Et tout va dépendre aussi de mes collègues députés. Si on trouve que le gouvernement ne fait rien à ces sujets, on va s'assumer. Si la ministre qui viendra à l'Assemblée n'est pas à la hauteur pour défendre ces situations, nous allons prendre nos responsabilités parce que le gouvernement est notre émanation. Donc on ne va pas laisser la population en détresse sans pour autant prendre les positions nécessaires contre le gouvernement. Avez-vous un message pour les uns et les autres? J'ai deux messages. Le premier, j'adresse au chef de l'État, qui est le garant de la nation, que je connais humaniste, pour qu'il puisse instruire le gouvernement afin qu'un fonds d'indemnisation soit débloqué en faveur des victimes de tous ces sinistrés. Et l'autre message en direction de la population pour conseiller d'arrêter de construire des endroits inappropriés pour plus tard se voir être démolis. Et aussi, l'autre message, c'est à la ville, c'est d'encourager que cette opération se poursuive, mais dans le respect des normes, qu'ils aillent plus loin pour mettre fin au désordre le long de toutes les artères. Il y a des petits marchés pirates qui salissent la ville et que notre ville soit quand même embellie, comme on le voit ailleurs avec d'autres capitales. Vous êtes aussi pour ceux qui chassent des pauvres mamans qui nourrissent des familles, mais qui vendent à proximité des... Moi, quand j'existe sur des solutions, en fait, il faut l'État a la possibilité de trouver dans chaque commune un endroit pour créer un marché où tous ces gens vont se débrouiller. Et il ne faut pas qu'au nom de la misère, quand on a de la visite des étrangers, qu'on ait la honte. C'est une honte, commençant par la porte d'entrée de Kinshasa, Njidi, Kiangou, jusqu'en ville, ça fait la honte de la République. Il y a moyen de pouvoir concilier les deux, trouver un endroit approprié pour ces mamans pour vendre, mais aussi embellir nos artères, embellir notre ville. C'est quand même très important. Steve Mbikaï, je vous dis merci beaucoup. Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.